Bonjour mes amis, rebonjour. Vraiment, Asia, vous savez, je peux pas tout maîtriser. Ouais, et Jeanne Gondi, bonjour. Vraiment, moi j'apprends, hein, j'apprends. C'est pas facile. Pourquoi ça plante, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que les gens signalent? Je ne sais pas. Donc, j'apprends comme tout le monde. Voilà. Comme je disais, je reviens sur Elimbi Lobé. Elimbi Lobé est en train d'exacerber les tensions ethniques, les tensions tribales, en opposant les Camerounais les uns contre les autres. En disant que voilà, les Sawa sont... C'est vrai, c'est une vérité. Les Sawa, c'est une vérité, c'était fait. On n'a pas à le discuter. Les Sawa sont à l'étroit à Douala. Mais la responsabilité à qui? Les populations qui s'entassent à Douala, qu'est-ce qui se passe? La crise anglophone, les populations fuient leurs villages qui ont été brûlés, leurs villages qui ont été rasés, pour s'entasser à Douala. Elles fuient du sud-ouest, elles fuient du nord-ouest. La chute du café et du cacao, les populations ont fui les zones rurales parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour s'entasser à Douala. Quelles sont les politiques d'aménagement du territoire qu'il y a eu? Souvenez-vous, j'étais une fois ici à Chicago dans un endroit qui, il y a quelques années, était un centre où on produisait de l'alcool. C'était un centre où il y avait des distilleries d'alcool et des industries de la bière. Bon, une fois que la crise avait frappé et puis la législation était passée pour réduire les consommations abusives d'alcool, etc., beaucoup de distilleries avaient fermé. C'était devenu un désert, une forêt et tout. Moi, quand je viens d'arriver aux États-Unis, je passais là, c'était une forêt. Et quelques temps après, quand je suis passé, le maire a mis en place des real estate développeurs. Ils ont transformé cet endroit, c'est devenu un centre de high-tech. Et moi, j'y vais tout le temps pour nouer des partenariats avec les gens qui sont dans le high-tech, des entreprises japonaises, des start-upers japonaises, des start-up de partout dans le monde, indiennes, sud-africaines, D-Data, etc. Et s'installent là-bas pour faire des affaires. Une fois que le café, le cacao, etc., le coût de ces produits-là ont chuté. Une fois que les Kapla Bam, Kapla Me, Kapla ceci, tout ça ont fermé. Kapla Mi. Qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir recréer des opportunités d'affaires, des opportunités économiques dans ces zones pour que les populations restent? Rien du tout. Ces populations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Puisque vous avez deux villes que les colons ont mis en place. Douala avec son port, Yaoundé avait la concentration sur place de toutes les ressources budgétaires. Mais les populations fuient vers Douala et Yaoundé. C'est pour ça qu'elles s'entassent et que ces villes deviennent infectes et invivables. Quelle est la solution? C'est deux choses. L'aménagement du territoire, un, et deuxièmement, une décentralisation, un fédéralisme qui pour moi est la décentralisation puis la déconcentration. D'abord, Elimbi Lobé, c'est ce qu'il devrait dire aux Camerounais s'il a une honnêteté intellectuelle. Bonjour Lynn Bungang, ma grande. Bonjour ma grande, bonjour. James Nina, bonjour. Bonjour Alvin Deka Demanu. Bonjour ma chère. Hein, je t'apprécie beaucoup, je t'aime beaucoup. Donc, bonjour Lynn Bungang, bonjour Jean-François Chewa, bonjour Pierre-Marie Tongan, bonjour Merlin Tafin, bonjour Eugène Gondi. Voilà. Et Elimbi Lobé devrait avoir le courage de dire aux populations que, voilà, les populations affluent du nord-ouest, du sud-ouest, parce qu'il y a les troubles et des revendications politiques non satisfaites qui ont dégénéré sur la violence dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et deuxièmement, Elimbi Lobé devrait dire que si les populations viennent de l'extrême nord, du nord, de l'ouest du Cameroun, pour s'entasser à Douala, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunités économiques qui ont été créées qui puissent les retenir sur place. Il n'y a pas d'opportunité économique qui a été créée. Ici aux États-Unis, je suis économiste, mes chers frères. J'ai des tonnes d'études du National Bureau of Economics qui montrent comment, si vous voulez, donnez-moi vendredi, à ma pause, je vais aller dans un centre commercial où quand j'arrivais aux États-Unis, il y avait Target, il y avait Boston Store, il y avait Sears, il y avait Kohl, il y avait une dizaine de grandes enseignes de distribution de vêtements. C'était un grand centre commercial.
Quand j'arrivais aux États-Unis, c'est là que je suis allé faire mes premiers achats de chemises, de pantalons, de chaussures. Je peux retourner sur le même centre commercial aujourd'hui et je vous filme avec mon téléphone. Vous allez voir que tous ces magasins ont fermé. Les hectares de parking, c'est fini. Les lignes de bus, de tram, tout ça, ça a été fermé. Ces centres commerciaux sont déserts. La commune est en train de se battre, la ville est en train de se battre aujourd'hui pour transformer ça en centre, ils veulent créer un parc d'attractions, amener des hôtels, etc. Ces centres commerciaux ont fermé, pourquoi? Parce que Amazon est passé par là. Tout le monde achète aujourd'hui sur Amazon. Tout le monde achète des vêtements sur Amazon. Alibaba est passé par là. On peut acheter directement en Chine ses costumes. Le commerce électronique a fait des progrès. Le supply chain a baissé. Donc, il y a dans la vie d'un pays des mutations économiques qui font que l'État doit sans cesse réagir. Il y a quelques années en France, pour ceux qui ont grandi en France comme moi, savent qu'il y avait des cabines téléphoniques partout. Est-ce qu'il y a encore des cabines téléphoniques aujourd'hui? Il y a quelques années, les gens savaient qu'il y avait des bureaux de poste partout parce que tout le monde utilisait la poste pour envoyer des courriers. L'email a cassé la poste. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Comment remplacer le modèle économique qui a été obsolète par un nouveau modèle économique et on s'adapte. Et chez nous, c'est la centralisation, l'hypercentralisation au Cameroun qui fait que on ne parvient pas à s'adapter à chaque fois. L'email est arrivé, regardez, la poste est morte. L'État du Cameroun n'a même pas pu changer, recréer un nouvel modèle de poste, comme ça se fait dans le monde. Il aurait pu créer un nouveau modèle de poste. Moi, je suis économiste, j'ai travaillé pour le professeur Maurice Kamto. Nous avons défini un nouveau modèle pour renouveler la poste. Parce que la poste est morte au Cameroun, vu que Internet est passé par là. Il fallait créer un nouveau modèle pour que la poste soit utilisée pour le commerce électronique. Paul Biya ne l'a pas fait. Des gens comme Elie Milobé, si c'était un vrai politicien, ce n'est pas une bourrique comme Elie Milobé. Moi, je l'appelle une bourrique. C'est-à-dire, il boit, c'est un soulard. Il boit. Et quand elle a bien bu, quand elle est bien sous, son ami député Tongo lui donne la parole, il commence à vomir n'importe quoi dans les médias. Un pays ne se gère pas comme ça. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? J'ai les documents ici, PDF. Comment la poste a été renouvelée à Singapour. Regardez bien la poste de Singapour. Comment la poste a été renouvelée en Afrique du Sud. Comment la poste a été renouvelée en Chine, en Inde, China Post. Comment la poste a été refaite aux États-Unis, US Postal. Ils ont réinventé un nouveau modèle économique. Comment les FedEx sont arrivés? Est-ce qu'au Cameroun, il y a eu cette réflexion? On essaie de reporter sur les groupes ethniques les manquements de l'État du Cameroun. Nous, il y a plusieurs moyens de combattre. Parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, oui, tu combats derrière les claviers. Non. Moi, quand je rentre du travail, après 12 heures de travail, je dors 3 heures et après je me lève encore pour travailler pour mon champion, pour mon prof. Il veut que la poste de demain renaisse. Qu'on ait une poste demain qui soit un centre d'épargne, qui soit un centre financier, qui promeut le commerce électronique, qui promeut beaucoup de choses, les services financiers, etc., postaux, qui permet de réduire la bancarisation, d'augmenter la bancarisation dans notre pays. Si on avait fait ça, on n'a pas fait. Il y a eu le café dans les zones comme l'ouest du Cameroun. À l'époque, je me rappelle quand nous on essaie, on attendait, on a dit que oh non, je ne me suis pas vu naître, mais j'ai vu quand même que c'était un petit frère naître. Quand on accouchait un enfant, on attendait que tel grand-père qui était un grand planteur de café arrive. Ils arrivaient toujours assis derrière leur pick-up double cabine, avec une femme à côté et puis un garde de corps devant et un chauffeur qui conduisait. C'était des gens nobles, riches. On disait, oh papa Ngaspa, papa ceci, papa Takwe, papa. C'était des riches. Ils arrivaient avec la chèvre, l'huile, le plantain, la nourriture. En partant, ils donnaient 300 000. On les applaudissait. Aujourd'hui, tous ces gens ont été paupérisés. Pourquoi? Chute des cours du café. Qu'est-ce qu'on a fait pour recréer l'activité, pour que les populations restent dans les régions là? Rien. Les régions du Noun, on dit, oh, les Bamouns sont venus envahir le sud. Le sultan, Ngana, je laisse le soin à partir de Ngana de lui dire ses vérités. Qu'est-ce que lui, il a fait pour que le Noun se développe? Pour que le potentiel économique du Noun se développe? En dehors du Mbon, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour créer de l'activité avec tout le potentiel que le Noun a?
énergétique, les terres fertiles, les ressources en eau, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça se développe? Qu'est-ce qu'on a fait pour développer une économie locale, pour que ces populations restent? Les populations ne vont pas rester avec le ventre creux. Il faut bien qu'elles sortent pour se débrouiller. Donc la solution, c'est de créer une gouvernance locale. Et je dis que nous avons travaillé avec le professeur Kamto pour que la gouvernance locale puisse être au cœur de l'action politique. Les populations Sawa, il y a je ne veux pas aller trop dans les détails parce que normalement, c'est des choses qui sont réservées qu'aux patrons. Mais il y a des choses qui peuvent être faites. En l'occurrence, on avait réfléchi sur le fait de transformer les îles qui jouxtent le Vouri pour faire des grands centres, comme je vous ai vu, comme Dubaï. On allait regarder comment Dubaï a fait. Et quand, rappelez-vous, je vous avais dit que quand le professeur Kamto devait voyager ici aux États-Unis, on devait rencontrer certains investisseurs. Les gens qui ont fait Dubaï, c'est-à-dire que les bureaux d'études, les sociétés de construction, les banques d'affaires qui ont structuré les financements pour lever les capitaux à Dubaï, pour aller faire Dubaï. Pour que nous, aux portes de Douala, on fasse un Dubaï. Ça veut dire que le duty free, le shopping, en s'appuyant sur l'aéroport de Douala. C'est-à-dire que le duty free, le shopping, la finance offshore, les centres de vacances, les remises en forme, la mode, les festivals culturels, etc., etc., etc. Et les populations autochtones, compte tenu du fait qu'elles sont, l'État pouvait leur donner un droit de propriété sur ces îles-là, pouvaient entrer dans le capital et avoir au moins 40% du capital. Et en ayant 40% du capital, elle pouvait faire un nantissement de ces 40% du capital, lever des fonds dans une grande banque internationale, comme les Citibank, et mettre maintenant dans un fonds d'investissement immobilier qui va les permettre maintenant de construire les immeubles à Bonanjo. Et quand ils ont conçu ces immeubles-là, les revenus des immobilisations, l'État prend une loi pour que ce soit tax-free, que ce ne soit pas taxé. Et quand ce n'est pas taxé, donc tout ce qui est hôtellerie, casino, ceux qui vivent aux États-Unis savent comment il y a une loi comme ça avec les Indiens. Les Indiens peuvent investir dans l'hôtellerie, les casinos. Les autochtones indiens peuvent investir dans l'hôtellerie, les casinos et tout. Ce n'est pas taxé, ils réinvestissent, etc. Il y a des dispositifs spéciaux pour eux. C'est pour ça qu'ils sont très forts là-dedans. C'est eux qui détiennent tous les grands hôtels, casinos, les Potawatomi, toutes ces histoires-là. C'est pour eux. On est en train de travailler dur pour sortir un projet comme ça. Et à partir du moment où ils font un fonds d'investissement, on leur donne la possibilité maintenant, voilà, comme Écho d'Atlantique au Nigeria, exact, Alvide Kamdemanu. Le Nigeria aussi a fait pareil, pour calmer les autochtones de Lagos. Exact, Eugène Gondi, les natifs et les casinos, tous les grands casinos, hôtellerie, casinos aux États-Unis, il y a une loi spéciale avec des incitations, des concours fiscaux qui font que c'est les Indiens qui tiennent les Indiens autochtones qui tiennent ce business-là. C'est eux qui contrôlent ça. Je dis, Elie Milobe, c'est bien de venir dire, oh, les populations, ça va les terres. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Quel est le projet? Moi, quand je vois l'engagement de Ndoki, Michel Ndoki, et tout d'un grand frère comme Pende Koka, ça me donne envie d'accélérer de travailler sur ce projet-là. Parce que, comme je disais, il est prévu que les revenus qui tirent de là maintenant, ils créent une fondation pour affecter les bénéfices qui tirent dans cette fondation. Et c'est cette fondation maintenant qui, avec l'appui de certains fonds de l'État, va maintenant travailler pour protéger leur culture, pour qu'ils puissent construire des logements sociaux pour leur population, pour qu'ils puissent se réapproprier l'économie locale sur leur terre. Il faut mettre quelque chose sur la table. Quel est le projet que Elie Milobe met sur la table? Moi, je balaye succinctement parce que je ne vais pas résumer ici quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, fait déjà 60 pages. Encore faut-il qu'on le finisse. Ça fait peut-être 100 pages. Encore faut-il que le professeur Kamto le lise et passe son coup de crayon, là, dise, je veux pas ça, je veux qu'on revoie ceci, je veux qu'on fasse ceci, etc. Et qu'à la fin, on ait un texte définitif. Qu'après, maintenant, il débatte sur la démocratie avec son directeur et dit, voilà, qu'est-ce qu'on adopte pas, éventuellement, qui descendent sur le terrain pour entendre ce que les gens disent, qu'il envoie peut-être les docs qui consultent les gens comme Penda, etc., qui consultent les chefs traditionnels, et puis après qu'on dise, voilà ce que nous proposons. Mais nous sommes amenés à proposer quelque chose. Mais je vous dis, on regarde aussi comment les Indiens, parce que le problème ne se pose pas seulement au Cameroun, comment aujourd'hui en Chine, le problème se pose même en Malaisie, avec les autochtones, le problème se pose avec les autochtones à Singapour, où on construit des grandes villes et on bouge les autochtones. Comment on fait pour qu'ils ne protestent pas? Vous n'entendez pas les protestations là-bas. Qu'est-ce que Elie Milobe a fait, lui, pour réfléchir, pour mener une réflexion sur
comment on peut faire pour que les autochtones se sentent à l'aise? Appelons ça comme ça. Sawa se sente à l'aise. Qu'est-ce qu'il a fait pour demander l'accélération de la gouvernance locale? Parce que je vous dis une chose. Et moi, je l'ai dit dans un groupe WhatsApp où il y avait beaucoup d'élites Sawa. Et j'y suis toujours d'ailleurs. Le jour où on décentralise et que quelqu'un comme mon grand frère Paul-Éric King est maire de Njombe Penja et qu'on applique vraiment les textes et que la SPH commence à lui verser 20 à 30 milliards de francs par an pour sa commune et non plus dans les poches des hauts fonctionnaires à Yaoundé. Je pense que les gens ont commencé à fuir Douala pour aller vivre à Njombe Penja. Le jour où on décentralise vraiment et que la ville de Limbe commence à exploiter à fond le potentiel économique qu'il a, la population va doubler. Le jour où on décentralise, etc., etc. Et vous allez découvrir donc ce que c'est que la réalité économique. La réalité économique, c'est qu'en économie, la bête noire d'une collectivité locale, c'est de perdre la population. Le jour où Douala perd 1 million d'habitants, vous allez commencer à voir que ça va devenir difficile pour eux. Voilà Yves Talom. Que dit Elimi Lobé lorsque 95% des revenus collectés sont emmenés à Yaoundé? Exact. Regardez vous-même la zone industrielle de Douala-Bonaberi. Regardez cette zone industrielle. Regardez la quantité d'argent qu'elle produit. Regardez à quoi ressemble Bonaberi. En quoi est-ce que la vie de Bonaberi profite de ça? Le jour où regardez l'argent qui est brassé au marché central, marché des chèvres, marché Nkololon Friperie, etc. Regardez les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Qu'est-ce qu'on donne aux maires localement? Rien du tout. Regardez l'argent que les sièges des entreprises qui sont installées à Bonanjo, Douala Premier, Brasse. Qu'est-ce qu'on donne aux maires sur lesquels sont installées leurs communes? Rien du tout. Toutes ces banques, ces compagnies d'assurance, etc., etc. Ces grosses entreprises de pétrole, etc. Rien du tout. Regardez l'argent à Douala 3e, où vous avez la zone industrielle de Bassa, etc., etc. Les CCC, etc., etc. Qu'est-ce qu'on donne à ces maires? Rien du tout. De quoi parle Elimbi Lobé? Il veut dire que Elimbi Lobé, aujourd'hui les réseaux sociaux existent. Tu ne pourras plus manipuler les Camerounais comme vous avez manipulé les Camerounais il y a quelques années. Nous serons toujours là pour vous porter la contradiction. Nous serons toujours là pour dire aux Camerounais, ça suffit. Il faut qu'on cesse de manipuler les Camerounais. Je dis encore que nous avons travaillé et nous continuons à travailler parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Moi, j'apprends, hein, je vous dis j'apprends parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et ça demande beaucoup d'heures de travail. Il faut consulter les données. À chaque fois, on vous dit non, ceci, c'est pas comme ça. Voilà, bon, vous apprenez, vous apprenez. On dit attention, quand vous dites ceci, si vous dites ceci, les gens vont réagir comme ça. Vous effacez ce que vous avez écrit et vous retravaillez pour écrire un paragraphe. Mais il faut qu'ils nous mettent un projet sur la table. Ok, d'accord. Il y a beaucoup d'étrangers à Douala et les autochtones se sentent mal à l'aise. D'accord. Et le projet que tu proposes, c'est quoi? C'est d'arracher les terres. Alors, où est le droit? Où est l'état de droit dont il parle? Je viens, je te donne 5 millions, j'achète, tu me vends un terrain. Je vais prendre un crédit à la banque, je construis un immeuble. Et 20 ans plus tard, on vient me dire que non, tu dois m'arracher mon immeuble. Où est l'état de droit? De quoi parler Milo? La question, c'est quel est le projet alternatif qu'on met sur la table? Quel est le projet qu'on met sur la table pour que, à quoi, au lieu que ce soit des petits bourgades, qu'on commence enfin à construire des centres commerciaux à quoi? Construire des immobilisations de bureaux. Et qu'il y ait des fonds d'investissement des autochtones, Sawa, qui puissent, comme ça se fait à Dubaï, comme ça se fait ailleurs. Quel est le projet que Elie Milobé propose? Voilà, Alvin Demanou. Il faut que Elie Milobé sache. Non, je suis économiste, ma chère, je suis économiste. La bête noire d'une collectivité locale, c'est quand elle perd de la population. Prenez les villes comme Matadi au Zaïre. Il y a quelques années, Matadi était de très grandes villes, avec leur port. Une fois qu'ils ont commencé à faire les choses comme Elie Milobé fait là, quand les populations sont parties, Matadi est devenu rien, c'est devenu une bourgade. De la même manière, comme tu dis, Penja, Njombe, Mbanga, Konsamba, à l'époque, étaient de très grandes villes. Je rappelle que la banque centrale qui est installée à Bafoussam était installée en Konsamba. Le siège est de l'ABA. Et bien c'est parti de Konsamba pour Bafoussam. Parce que les populations sont parties, il n'y avait plus d'argent.
monsieur Elie Milobe sache qu'en économie, si la ville de Douala perd un tiers de sa population, elle s'effondre. Parce que ça a l'intérêt pour quelqu'un de garder les commerces, de garder les business. Même les immeubles vont perdre leur valeur, ça va se déprécier. Les banques vont partir, etc. Et c'est ce qui va se passer dans notre pays quand il y aura la décentralisation. Les opportunités, s'il veut discuter, regardez la vie d'un Kenkem. Tous les Bamileke qui savent que quand on quittait le Douala pour aller à l'ouest, on s'arrêtait toujours en Kenkem pour manger le plantain, les prunes, le soya, etc., etc., etc. Donnez-moi un an, vous ne verrez plus ça à quelqu'un. Pourquoi? Vous avez un homme d'affaires qui est venu s'installer, il a créé une usine qui va employer 1300 personnes. Vous croyez que les gens vont laisser le travail de 200 000 à l'usine pour venir se tenir en route la nuit et vendre le plantain brûlé? Ça va finir. Et si dans la vie de quelqu'un, il y a comme ça 10 opérateurs économiques qui décident de construire 10 usines comme ça, quelqu'un devient une cité moderne, parce qu'il y aura 13 000 salariés avec un bulletin de paye. L'État même va chercher à installer la CNPS, va chercher à installer les impôts, va chercher à installer beaucoup de choses, beaucoup de facilités. Et les gens vont partir de Douala, les gens vont partir de Bafoussam pour venir s'installer à quelqu'un. Et ça va créer l'inflation sur le terrain. Les gens vont chercher l'espace pour construire. C'est la réalité économique et sociologique. Pourquoi Emile Obe veut convertir ça en une... Oui, Yves Talom était la capitale du café. Mais la question c'est, une fois que les cours du café se sont effondrés, qu'est-ce qu'on a fait pour développer une autre économie à la place du café? Et c'est parce qu'on n'a pas développé une autre économie à la place du café que tout le monde est parti. Et la ville donc s'est effondrée. J'encourage les Camerounais à lire un livre écrit par un sociologue camerounais qui est mort en exil au Canada. Il s'appelait Jean-Marc Ella. Jean-Marc Ella a écrit un très bon livre qui s'appelle La ville africaine. Quand vous lisez ce livre, Jean-Marc Ella vous explique comment les villes africaines ont été créées. Ça a été la volonté des colons. Les colons ont tout fait pour créer des villes africaines sur le modèle que nous avons là, etc. etc. Donc, des villes vraiment... Je ne vais pas utiliser un mot, quoi. Nos villes sont des villes telles que le colon a voulu qu'elles soient. Lagos, Abidjan, Dakar, ça a été des villes fabriquées par les colons. Maintenant, à partir du moment où la décentralisation va passer, où le fédéralisme va passer, où la régionalisation va passer, les choses vont changer. Parce que l'exécutif, les élus locaux, l'exécutif local désormais, ce ne sera plus le sous-préfet ou le préfet, ce sera le maire. L'exécutif régional, ce sera le président du conseil régional. Et il y aura un législateur local, le conseil municipal, le conseil général ou le gouverneur, etc., etc., avec son exécutif, qui vont travailler pour créer les initiatives locales. Ils vont se battre pour qu'il y ait des écoles. Ils vont se battre pour qu'il y ait des mairies, des centres commerciaux. Ils vont se battre pour qu'il y ait des zones industrielles. Ils vont se battre pour qu'il y ait des marchés de gros. Ils vont se battre pour que l'agriculture sorte. Ils vont se battre pour beaucoup de choses. Et ça va changer la donne. Les populations qui sont parties des zones là vers Douala ou Yaoundé vont commencer à retourner dans le sens inverse. Je n'engage pas une polémique, hein, je parle d'économie. Je peux vous montrer comment ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays, pas seulement au Cameroun. En France, rappelez-vous, la régie Renault était à Paris, dans la région parisienne, à Flins. Les bureaux de Renault étaient à Louviers, en France. On a enlevé ça. Une fois qu'on a commencé à faire la décentralisation, les gens ont dit, oh, pourquoi c'est seulement à Paris? On a envoyé une partie dans la région lyonnaise, une partie dans la Sarthe au Mans, une partie vers Rouen, etc., etc., etc. Rappelez-vous Danone, il y a quelques années, tout ça était à Paris. Tous ces sièges-là sont sortis de Paris, allés en province. Et ça a relocalisé une partie de la population française en province. On a vu des grandes métropoles comme Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, etc. sortis de terre, avec des aéroports internationaux, etc., etc. Ça va se passer dans notre pays. Donc, il ne faudrait pas que les gens qui ont peur de perdre leurs privilèges instrumentalisent des journalistes comme Dipita Tongo, qui sont payés pour donner la parole à des gens comme Elie Milobe, pour qu'ils créent un climat de peur, pour qu'ils amènent ou disent, bon voilà, si vous voulez casser le pouvoir central, ça va mener à la guerre. Il n'y aura pas de guerre dans notre pays. C'est des problèmes économiques et sociologiques. Notre État doit être amené à être réformé.
Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que le modèle économique de la centralisation, l'État jacobin, que nous ont laissé léguer l'administration coloniale française, n'a pas marché. Ce modèle, pourquoi il n'a pas marché? Parce qu'il est lourd, parce que le processus de prise de décision est long et complexe. Et les problèmes s'empilent et on ne parvient pas à les résoudre. Résultat des courses, notre pays s'effondre. Il faut changer ces modèles-là. Il faut mettre en place un modèle. De quoi parle Elie Milobé, Pierre Mila? Il parle de quoi? Vas-y, je t'écoute, Sa Majesté. Pierre Mila te dit que ce n'est pas de ça que parle Elie Milobé. Il parle de quoi, Sa Majesté? Vas-y, je t'écoute avec tout le respect que j'ai pour toi, Pierre Mila. Et je vais te répondre. Non, 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 laisse Badbolo Meda. J'attends que Pierre Mila parle. Sa Majesté Pierre Mila, vas-y s'il te plaît. Parce qu'il y aura une confrontation d'idées entre nous et nos aînés qui nous ont précédés. Je vais répondre à Pierre Mila Souté. J'attends qu'il dise. Il dit que ce n'est pas de ça que parle Elie Milobé. Elie Milobé parle de quoi, Sa Majesté Pierre Mila Souté? Ce que Elie Milobé dit, est-ce que j'invite Pierre Mila Souté en vidéo? Pierre Mila Souté, fais une demande, je vais valider ta demande. Tu passes dans le live, tu parles. Fais une demande, Pierre Mila Souté. Soit tu fais une demande, soit tu écris, tu dis que Elie Milobé ne parle pas de ça. Elie Milobé parle de quoi? Il parle de la répartition des postes, les autochtones se sont peu nombreux, ils ne parviennent pas à se faire élire, mais Sa Majesté Pierre Mila Souté, ça ce sont des détails. Ce sont des détails. Je te dis que le jour où on mettra en place une gouvernance locale, tout le monde, il est temps que Sa Majesté Pierre Mila Souté. La question que je te pose, c'est qu'est-ce que le législateur camerounais a dit? Ok, supposons que à Douala, du fait de la majorité, du fait de l'immigration, c'est-à-dire que les gens qui sont venus de la région du Nord-Ouest, oui, il dit. Ok, c'est de ça que j'attendais. Elie Milobé parle, Pierre Mila Souté dit ceci, je cite. Elie Milobé parle de la représentation de la frange locale dans les assemblées locales. Sa Majesté Pierre Mila Souté, avec tout le respect que j'ai pour toi, parce que tu es chef de Sanchou. D'abord, laisse-moi te dire que Elie Milobé parle pour lui et pas pour les autochtones Sawa. Parce que s'il parle de la représentation de la frange locale, lui, il n'est pas Sawa, Elie Milobé est à bord. Elie Milobé est de Dibombari, je crois, ou bien même un peu plus après. Donc, il devrait parler pour les gens de Dibombari et non pas pour les gens, puisqu'il n'est pas autochtone du Vouri. Elie Milobé n'est pas dans le département du Vouri, il est dans le département du Mungu. Disons ça déjà comme ça. Premier point. Deuxième point, je pense que Elie Milobé parle pour lui. Parce qu'il a eu un privilège que lui a accordé le SDF. Le SDF s'est battu, malgré les frustrations des uns, pour en faire un conseiller municipal parce qu'il voulait un peu de représentativité dans leurs élus. Ok. Une fois qu'il a été admis, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Moi, je peux dire ici, au chef Pierre Mila Souté, que Elie Milobé a approché le MRC pour tenter d'entrer dans le MRC en disant qu'on doit l'investir comme secrétaire national de quelque chose, ce qui lui a été refusé. Non. Oui, je suis en train de te répondre, Sa Majesté Pierre Mila Souté. Elie Milobé a voulu entrer au MRC par la grande porte, cela lui a été refusé. Alors, ce n'est pas un prétexte pour lui pour taper sur le MRC. Il a voulu entrer par la grande porte, cela lui a été refusé. Bon. Donc, il est inquiet. Il voit. Allô? Voilà, je reviens là. Je réponds à Mila Souté, qui dit que Elie Milobé parle de la représentation.
Non, moi, je dis à Mila Souté qu'il ne parle pas de la représentation. Il ne sait pas comment se faire élire. Il n'est plus membre du SDF. Il n'est plus membre il n'a pas pu devenir cadre du MRC. Il n'a pas pu devenir cadre de l'UDC. Il a du mal à se trouver une chapelle politique. Et alors, il essaie de faire du chantage aux autres partis politiques en mettant sur la table un problème. Et c'est ce que je suis en train de dire, que Sa Majesté Pierre Mila Souté. En politique, quand on veut porter une cause, on présente un projet alternatif. Toi, Sa Majesté Pierre Mila Souté, dis-nous, quel est le projet alternatif que Elie Milobé propose aux Camerounais? Il n'en propose aucun du tout. Il n'en propose aucun. Il n'en propose aucun. Dire que les Bamileke sont majoritaires et que les Sawa seraient minoritaires, ça n'en veut rien dire. Qu'est-ce qu'il propose donc pour résoudre cela? Souviens-toi qu'à l'entrée de mon live, j'ai dit que quand il y a des difficultés dans un pays, qu'est-ce qu'on fait? On les adresse, soit l'autorité administrative, c'est le préfet ou le gouverneur. On les adresse aux députés, qui est l'autorité législative, ou on les adresse au pouvoir exécutif compétent. C'est le premier ministre, c'est le ministre de l'administration territoriale, c'est le ministre de, je ne sais pas moi, quel est le ministre qui gère ces choses-là. C'est la présidente de la République. On écrit et on présente un projet alternatif. On suscite le débat. On ne stigmatise pas les populations en disant « Ah, voilà. » Comment il sait, lui, Elie Milobé? Et puis le Cameroun est une république, Sa Majesté Pierre Mila Souté. Les enfants, il y a le droit du sol quand même. Les enfants qui sont nés, vous avez vu la vidéo de Mayer Foning qui dit que lui est né et a grandi à Douala. De quoi on parle? Ma question c'est, quel est le projet alternatif que Elie Milobé met sur la table? Pierre Mila Souté, le parachutage politique au Cameroun doit prendre fin. Le parachutage, beaucoup de personnalités politiques dans notre pays n'ont jamais eu une carrière politique. Elles ont toujours vécu du parachutage. Ça veut dire que je m'accroche derrière quelqu'un, on me parachute là, je me retrouve là. Si Elie Milobé veut se faire élire comme un élu, qu'il fasse la politique hors du parachutage. Que Elie Milobé crée un programme politique, comme l'a fait le président Maurice Kamto. Qu'il crée un parti politique, qu'il fasse du porte-à-porte, qu'il parle aux Camerounais. Moi, si Elie Milobé me présente un projet où je trouve mon intérêt, je vote pour lui. Qu'il fasse du porte-à-porte. Qu'il fasse du porte-à-porte. Pierre Mila Souté vit en exil à Paris. Qu'il me dise combien de Parisiens ont été maires de Paris. Chirac venait de la Corrèze. Anne-Marie Hidalgo. Hidalgo, c'est un nom espagnol. Bertrand Delanoë, je crois que c'est un Aveyronais. Qu'ils me disent. Philippe Séguin venait des Vosges. Hein? Non, tu dis que Sa Majesté Pierre Mila Souté, tu dis que tu ne réponds pas pour Elie Milobé. Tu rappelles le problème tel qu'il l'a posé. Je n'ai jamais dit que toi, Sa Majesté Pierre Mila Souté, tu réponds pour Elie Milobé. Mais Sa Majesté Pierre Mila Souté, je te réponds aussi que Elie Milobé, s'il veut se faire élire, qu'il crée un projet politique, qu'il crée un parti politique, qu'il enrôle des militants, qu'il présente un projet politique et qu'il aille à la conquête des militants et des Camerounais. Et leur présente ses projets pour qu'ils votent pour lui. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas le parachutage. Dis bon voilà, il faut que d'office, on réserve un quota. Je pose une question, Sa Majesté Pierre Mila Souté. On a dit qu'on réserve le poste de délégué du gouvernement à Douala pour les autochtones Sawa. Dis-moi, de toi à moi, disons-nous la vérité. Depuis là, je mets de côté le patriarche Christian Tobikwo. Après Tobikwo, qu'est-ce que les gens qui viennent après ont fait pour les populations autochtones Sawa? Sinon, voler l'argent pour aller payer les maisons en Europe. Construire leurs immeubles. Avoir les maîtresses un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour les populations Sawa? Qu'est-ce que ça a changé pour les populations Sawa qui vivent à Daïdo, qui vivent à Akwa, qui vivent à Bonapriso? Qu'est-ce que ça a changé sur leur quotidien? Du fait qu'on concède la communauté urbaine au Sawa. Qu'est-ce que ça a changé? Donc, Elie Milobé ne parle pas pour les populations. Il parle pour un groupe de personnes. S'il veut faire la politique, qu'il crée un parti politique,
qu'il lève des fonds, qu'il enrôle des militants, qu'il présente un projet, qu'il fasse du porte-à-porte pour expliquer son projet et qu'il se soumette au suffrage universel. Il est en train de parler comme si au Cameroun, on votait par ennemi. Ça veut dire que je me lève le matin, je vais au bureau de vote, je regarde qui est candidat. Je cherche le nom du Bamileke qui est là parce que je serai d'origine Bamileke, je vote pour lui. Moi, j'ai donné l'argent à Elie Milobe 150 000 quand j'étais au Cameroun pour financer sa campagne. Est-ce que j'étais savoir? Pourquoi il a pris? Le jour du vote à l'école de Bonamoussa, je lui ai donné du pain et des jus pour donner à ses scrutateurs. Pourquoi il a pris? Non, Sa Majesté Mila Souté, je n'ai pas dit que tu soutiens Elimbi. J'ai dit que je te réponds aussi. Tu as posé un problème, je te réponds. Je te réponds. Hein? Que les gens cessent de manipuler les gens. Hein? Marius Sala dit l'honorable Albin Zonga avait mieux pour le peuple Sawa, mieux que les élus Sawa quand il était député. Mais bien sûr. Hein? Hein? Je regarde encore les commentaires. Il faut dissoudre les préfectures. Oui, les noms. Masada Karim, tu dis que je laisse l'enfumage. De quel enfumage je parle? Si Elimbi Lobe veut faire la politique, je dis encore qu'il crée un parti politique, qu'il lève des militants, qu'il rédige un programme et qu'il fasse du porte-à-porte pour convaincre les Camerounais du fait que son programme est bon et que les Camerounais doivent voter pour lui, doivent lui faire confiance pour qu'il puisse diriger une commune, ou le pays, ou ceci. Qu'ils ne disent pas que bon, on fasse une loi pour décréter que d'office, il y aura un maire, Sawa à Douala 5e, et dont le maire, ce sera lui. Il a déjà vu ça où? Il a déjà vu ça où? Il parle pour lui. Il ne présente aucun projet politique. Dire qu'on doit donner des quotas, ce n'est pas un projet politique. Et même, on peut donner des quotas, mais qu'il propose quelque chose. Qu'il propose un projet de loi. Qu'il dépose le projet de loi sur son député. Regardez comment ça se fait aux États-Unis. Quand les gens veulent porter une cause, quand ils sont activistes, ils créent une association. Ils rédigent un projet. Ils font le tour chez tous les élus avec un projet en main, écrit, de 30 pages. Ils font des présentations dans les bibliothèques. Ils font des présentations dans les écoles. Ils font des présentations dans les salles de conférence des mairies. Ils créent des sites web. Ils lèvent même des fonds pour mettre des panneaux publicitaires. Ils portent leur cause. Et quand leur cause commence à porter auprès de la population, les politiciens commencent à dire, bon, apportez-nous le dossier. Et on s'assoit, on étudie, on passe une loi. Si la cause est valable. C'est ce que limite le monde attend qu'il fasse de lui. Et non pas venir dire, oh, on a envahi par les Bamileke à Douala. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je repose la question à Pierre Mila Souté qui est parti. Le parachutage politique, ça doit finir dans notre pays. Et je ne suis pas sûr que si on cherchait des savoirs pour faire la politique, c'est Elie Milobe qui sera le mieux en même de défendre les intérêts des populations. Ça va? Voilà. Je m'arrête là, mon live a assez duré. Je pensais faire un truc de 15 minutes. Là, on est parti jusqu'à ça, fait déjà des heures et tout. Donc, ça m'a laissé mis là à sauter. Rien ne sera comme avant. Non, les émeutes sanglantes Voilà, merci Alvin Demanou. Je vais poster ça sur mon mur. Écho Atlantique de Atlantic City du Nigeria. Merci pour ces vidéos. Très grand merci, oui, voilà. Donc, c'est un projet comme ça que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de réfléchir pour construire ça aux encablures de Douala avec des partenaires. Parce que c'est l'État qui doit porter un projet comme ça. Avec des partenaires, il y a les investisseurs qui sont spécialisés dans ça. Et les populations autochtones, savoir comme c'est leur île, l'État peut leur donner le droit. Oui, je reviens à Pierre Mila Souté qui a fait une contribution. Il dit, tu parles en termes comparatifs comme s'il y a une ville au Cameroun où une ethnie dirige mieux sa mairie et érige un Eldorado du fait de son ethnicité. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si Elie Milobe parle pour lui, mais la réalité du repli identitaire ne disparaît pas parce qu'on a décentralisé un État. Je relis encore ce que Pierre Mila Souté a écrit. Il a dit, tu parles en termes comparatifs, comme s'il y a une ville au Cameroun où une ethnie dirige mieux sa mairie et érige un Eldorado du fait de son ethnicité. Non. Sa Majesté Pierre Mila Souté, je n'ai pas dit ça. Heureusement que tu as dit, tu parles comme si. C'est-à-dire que c'est toi qui me prêtes des intentions. Je ne les ai jamais dit.
J'ai dit que une fois qu'on va mettre en place une décentralisation, on va créer des opportunités. Yves Talon m'a dit tout à l'heure que 95% des recettes budgétaires du Cameroun vont à Yaoundé. 5% seulement restent dans les collectivités locales. C'est très faible. Les maires n'ont pas les moyens de travailler. Demande à ton ami Aïssi Bessala, qui était maire, et j'ai grandi à la Cité des Palmiers, où il était, c'est lui qui a été élu là-bas, sur la liste de Madame Foning. Demande-lui pourquoi il ne s'est plus représenté aux élections. Parce qu'il a été dégoûté. Après 5 ans, il a vu l'incapacité pour eux à faire quoi que ce soit. Coincé entre le préfet et le sous-préfet. Donc, il faut faire sauter ces verrous-là pour que la gouvernance locale passe. Et quand la gouvernance locale passe, tu vas voir, comme à Bangante ou Ketchakoutes a fait beaucoup de choses, et même ailleurs, que les maires dans nos collectivités locales vont se battre pour travailler. Pour l'assainissement urbain, pour l'éclairage, pour les écoles primaires, pour les lycées, etc., les conseillers généraux. Les gens vont prendre des initiatives qui vont déboucher sur des choses, pour l'éclairage public. Vont voyager. Nous allons faire venir les maires ici pour assister au forum des investissements, pour qu'ils puissent amener les investisseurs dans leur mairie. Il y aura plein de choses qui vont être faites. Donc, je ne suis pas en train de dire que si on décentralise, il y aura une ennemie qui fera mieux que l'autre. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis qu'il y aura des opportunités. Et j'ai pris un exemple. J'ai dit, Sa Majesté Pierre Mila Assouté, il faut savoir une chose. Que la ville de Bafoussam peut devenir, l'aéroport de Bafoussam peut devenir un aéroport international. Il suffit qu'on mette un vol entre Bafoussam et Lagos. 30 minutes. Pour amener tous les gens qui prennent les avions de Londres, de New York, de Washington, du Texas, pour atterrir à Lagos. Et ils volent 30 minutes descendre à Bafoussam. À partir du moment où Douala va perdre la moitié de son trafic. Ça ne veut pas dire que... J'ai dit, c'est une possibilité, c'est une opportunité. Mais qui ne peut pas éclore parce que le système de centralisation ne permet pas. Mais le jour où on décentralise, le gouverneur ou le président de la région de l'Ouest et le maire de la ville de Bafoussam peuvent mettre en place ce système en créant une société d'économie mixte, en louant des avions et en créant un pont aérien entre Bafoussam et Lagos. Bafoussam deviendra un aéroport international. Maintenant, tu dis dans la suite de ton commentaire que je ne sais pas si Elie Lobé parle pour lui, mais la réalité du repli identitaire ne disparaît pas parce qu'on a décentralisé un État. Oui, la réalité du repli identitaire va disparaître dans notre pays le jour où on va promouvoir l'État de droit. Mais je n'ai pas dit que c'est parce qu'on a mis en place la décentralisation. J'ai dit que, pour des raisons économiques, Pierre Mila Assouté, tu es une élite respectée dans le Mongo. Sa Majesté, tu vois, je t'ai jamais manqué de respect. Je te parle toujours avec beaucoup de respect. Je t'appelle Sa Majesté. Parce que tu es le chef de Sancho, qui est une ville que je connais bien. Nous traversons Sancho pour aller à l'ouest. Tu es un grand chef chez Lembo. Dis-moi, Sa Majesté. Une fois qu'on a raté le projet de production du riz dans la plaine de Mbo, une fois que le café s'est effondré, qu'est-ce qu'on a fait dans le Mongo pour créer une économie qui substitue? Je l'ai dit dans mon live tout à l'heure. Je vis aux États-Unis. En ce moment, le commerce électronique, les Amazon, les eBay ont tué tous les grands centres commerciaux qu'il y avait aux États-Unis, qui ferment les uns après les autres parce que tout le monde fait son shopping online. Les Amazon ont fait que je peux commander un article là, à l'heure où on parle. Avant d'aller au travail à 7 heures, il est devant ma porte. Non, les gens ne vont plus faire trop de shopping sur Amazon. Les grands magasins comme Carrefour, comme Walmart, aussi commencent à mettre en place un système de livraison où tu commandes, tu vas seulement chez Walmart, tu ramasses tout ce que tu as acheté, tu mets dans ton véhicule, tu ne perds plus de temps. Donc ça, tu es le commerce électronique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les villes commencent à réfléchir pour voir comment transformer les centres commerciaux et mettre une autre activité. Qu'est-ce qu'on a fait dans des démarches dans notre pays? Et je suis en train de dire que la décentralisation, la régionalisation ou le fédéralisme vont permettre à l'exécutif local, qui ne sera plus le gouverneur nommé donc par décret et qui ne peut prendre aucune initiative, vont permettre désormais à des personnes élues, donc qui auront les coudées franches pour le travail, de mettre en place des opportunités. Ça veut dire que le gouverneur de la région du littoral, le président du conseil régional du littoral, pourra relancer la culture du riz à Sancho, s'il estime que Sancho est dans le littoral. Et si Sancho est dans l'ouest, c'est le gouverneur, le président du conseil régional de l'ouest qui va le faire. Ça veut dire que
dans les attributs du président du conseil régional du littoral, il y aura comment on fait pour recréer de la vie économique dans le Mongo, après la disparition du café. Ce qui n'est pas le truc du gouverneur aujourd'hui. Le gouverneur est là seulement pour gérer les manifestations publiques. Bref, ils n'ont pas trop... Voilà. Et ça fait tomber le discours de Limbi Lobin. Parce que, à partir du moment où, ça se constate dans toutes les économies du monde, à partir du moment où les opportunités économiques vont se créer hors de Douala et de Yaoundé, parce que Douala et Yaoundé, c'est des villes que les colons avaient dessinées et conçues comme telles pour leurs intérêts coloniaux. Le jour où on décentralise vraiment, où on régionalise, où on fait le fédéralisme, les opportunités vont se créer ailleurs et la population va bouger. Ça va sortir de Douala à Yaoundé. Le jour où on développe l'hôtellerie de luxe à Limbé, les gens vont partir de Douala pour aller travailler à Limbé. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un fasse la moto pour avoir 60 000 francs le mois si on lui propose un travail dans un hôtel à Limbé où il aura 250 000? Il va quitter Douala pour aller s'installer à Limbé. Et les choses vont changer. Le jour où on décide d'installer une cimenterie, 2, 3, 4 cimenteries dans le nord, et que chaque cimenterie emploie 1000 personnes, 4000 personnes, les gens qui ont les compétences, techniciens, vont quitter Douala pour aller s'installer dans le nord. Il y aura des mouvements de population. Douala et Yaoundé vont perdre les habitants. C'est de ça que je parle, Sa Majesté. Donc, Limbi Lobin, il ne dit pas quelque chose qui est intéressant. Il ne met rien sur la table. Stigmatiser une ethnie ne devrait pas faire partie du discours politique. On attend qu'il présente un projet. Et en l'état, il n'a présenté aucun projet. Ce n'est pas un projet. À partir de ce moment, je dis qu'il travaille pour des gens qui sont tapis dans l'ombre. Voilà. Et Jean Gondi dit quelque chose qui est vrai. Il dit comment les Noirs, qui ne représentent que 12% de la population aux États-Unis, font pour être élus, et comment Obama, dont les Noirs représentent 12% de la population, a fait pour être élu aux États-Unis. Il a présenté un projet. Comment les Juifs font pour être élus aux États-Unis? Ici à Chicago, Rahm Emanuel a été élu maire, alors que les Juifs, c'est à peine 5% de la population. Il a présenté un projet. Voilà, c'est tout. Ok, bon, mon live s'arrête là. Pierre Mila te dit, ce à quoi nous devons répondre, c'est comment faire pour que dans chaque territorialité, les frustrations des représentations. Oui, Pierre Mila, je suis d'accord avec toi. Mais présentez donc un projet. Une fois que tu dis ça, tu n'as